Bonjour à tous et bienvenue aux conférences métiers du CFA-IGS filière Banque Assurance Conseil. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Jérôme Boucher. Bonjour Monsieur Boucher. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour intervenir en leur compagnie sur un thème qui, je crois, les touche et les concerne particulièrement. Alors, vous êtes responsable des ressources humaines à la Société Générale depuis 7 ans, si je me souviens bien. Mais avant ça, vous avez eu d'autres vies à la Société Générale et ailleurs. Alors, vous allez nous parler un petit peu de votre parcours et puis évoquer surtout avec nos étudiants dans un contexte un petit peu incertain ou en tout cas dans un contexte un petit peu de mutation de ce business model bancaire. On parle beaucoup de fermeture d'agences physiques, on parle beaucoup de digitalisation de la relation client. Alors, quelles vont être les conséquences de tout ça en termes de perspectives d'emploi, d'avenir, d'évolution de carrière? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec l'équipe du jour. Et je vais tout de suite passer la parole à Kenny qui va animer cette conférence en votre compagnie. Je vous souhaite une bonne conférence et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Madame Lax. Alors, je vais d'abord commencer à remercier les personnes qui ont participé à cette conférence. Du coup, je vais d'abord remercier Monica Manoir, Angelina Denoncin, Émilie Marcadella et Shamika Zeya-Selan. Alors, dans un premier temps, Monsieur Boucher, je vais vous demander du coup de vous présenter votre parcours professionnel et également tout en insistant sur ce qui vous a poussé à du coup rejoindre le milieu bancaire. Ok, merci Kenny. Merci d'ailleurs de cette invitation. Hein. Pour moi, c'est une première. J'ai déjà participé à quelques réunions et quelques conférences à plusieurs, mais je trouve que c'est une super occasion de vous faire part un peu de mon expérience et puis aussi du métier de banquier et peut-être de lever vos inquiétudes sur ce passage du métier, enfin de votre position aujourd'hui en tant qu'étudiant, alternant même, et vraiment ensuite de salarié dans une entreprise telle qu'une banque et comme la Société Générale. Alors, vous faire part succinctement de mon parcours. Alors, moi, j'ai 47 ans. Je n'ai pas commencé à la Société Générale. C'était un peu moins à la mode à l'époque. Hein. Moi, j'ai commencé à la Société Générale à l'âge de 30 ans. Mon parcours, avant tout, c'est un parcours étudiant. Une école de commerce, un niveau Bac+4. J'ai fini une 4e année d'études. J'ai choisi d'aller à l'international. Bon, vous allez me dire, l'Irlande, c'est pas si loin que ça, mais en tout cas, ça changeait beaucoup, notamment avec la langue et l'accent galélique. Donc, j'ai beaucoup appris, vraiment, aussi grâce à ça. Je pense à la notion d'autonomie, de responsabilité notamment. Et puis, je me suis aussi beaucoup amusé. Bon, un parcours étudiant où ensuite j'ai intégré le CTLM. Aujourd'hui, on l'appelle BNP Personal Finance, puisque c'est une filiale de BNPP, où j'ai eu plusieurs métiers différents, très business, très retail, sur le marché des particuliers, dans le recouvrement. Et mon dernier poste au CTLM, c'était inspecteur commercial. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée simplement, c'est de vous dire qu'effectivement, c'est aussi intéressant d'aller chercher différents métiers, d'aller s'ouvrir. Et je pense que le fil rouge aussi de cet échange, c'est de parler d'éléments de langage importants comme la curiosité, notamment. Bon, pour faire cette transition en passant dans la banque, vraiment, le CTLM a le statut de banque, mais j'avoue que je commençais à scléroser intellectuellement. J'avais besoin de m'ouvrir davantage sur le vrai métier de banquier. Donc, j'ai postulé à la Société Générale et ça a été très vite. En fait, on m'a proposé un poste de conseiller clientèle professionnel. J'avais postulé évidemment sur ce type de métier. Un poste de conseiller pro, donc à Montreuil-sous-Bois, dans le 93. Moi, j'habitais dans le 92, je connaissais peu. Ça a été une super occasion pour moi de découvrir cette ville. Montreuil-sous-Bois, ça a été aussi rapide, une ascension, enfin, en tout cas, un poste assez rapide, 2 ans et demi, ça paraît assez succinct, enfin, en tout cas, pas succinct, mais rapide, pardon. Je pense que ceux qui connaissent la Société Générale peuvent en témoigner, mais c'est aussi l'occasion de proposer à des salariés, quand ça fonctionne bien, d'aller un peu plus vite. Et je le dis en toute modestie. Hein. Ensuite, après ce métier de conseiller pro, j'ai accepté un poste de responsable d'animation de marché pro, toujours dans le 93, à Bobigny. Et là, c'était dans une direction. Et idem, je me suis vraiment éclaté. Ça a duré un peu plus longtemps, là, 3-4 ans.
Et j'avais la volonté de reprendre un peu cette l'histoire. J'étais très lié au management. J'avais envie de retourner vers du management avec un niveau supplémentaire. Donc, manager de directeur d'agence. On appelle ça être directeur de groupe au sein de la Société Générale. Je crois qu'à la BNPP, ça doit être directeur de territoire. Enfin, bon, c'est kiff-kiff. Et donc, l'idée, c'était quoi? Et j'ai pu manager plusieurs équipes dans un réseau de plusieurs agences sur Paris. D'ailleurs, pour être très précis et concret, c'était le périmètre de Paris 15-20. Alors, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas le 15e ou le 20e, sinon ce serait trop large. C'était le 11e arrondissement. Toutes les agences qui, en fait, gravitent autour de la gare de Lyon. Sur le marché des particuliers et des professionnels. Et puis, après cette expérience de près de 4 ans aussi, j'ai souhaité cette fois me tourner vers la RH. Et je crois qu'on le développera encore davantage sûrement tout à l'heure, mais pour terminer par rapport à votre question, j'ai donc souhaité me tourner vers les ressources humaines parce que d'abord, j'avais aussi acquis une expérience très business, comme je vous l'ai dit, à la fois aussi manager, le commerce, vendre des produits, les faire vendre aussi par cette équipe. Et donc, la relation client, pendant des années, c'était d'après moi suffisant et j'avais envie de passer à autre chose et découvrir plutôt davantage l'expertise dans le droit du travail, la compétence aussi dans les formations, dans le recrutement et bien d'autres choses. Donc, j'ai basculé vers les ressources humaines et j'entame ma 7e année, effectivement. Du coup, en tant que directeur de ressources humaines, vous êtes amené du coup à effectuer pas mal de missions. Donc, je pense que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui voudraient savoir comment vous faites au quotidien vos missions. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que vous faites comme mission? Alors, bon, le métier de responsable des ressources humaines, c'est un métier qui englobe vraiment plusieurs points importants, enfin plusieurs thèmes. Il y a le thème du recrutement, comme je vous l'ai dit, il y a le thème de la formation, il y a aussi le thème de la montée en compétences qui va avec la formation, mais on peut y apporter quelques nuances. On peut aussi, je peux mettre en avant avec vous les sujets de risques psychosociaux. Alors, on a des acronymes chez nous, hein, c'est les RPS. L'idée étant que chaque salarié, chaque collaborateur se sente bien dans son poste, évidemment. Le sujet aussi de l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Ce sont des sujets et des thèmes qui sont très importants dans mon cœur de métier. Je crois qu'il y a une caméra. Ah, voilà, ça, c'était dans mon cœur de métier, mais l'idée avant tout du métier de RRH, c'est d'être au plus proche du business. Et donc, bon, la terminologie de gestionnaire des ressources humaines, de HRBP, Human Resource Business Partner, pourquoi je vous parle de ça? C'est que pour moi, on est vraiment un partenaire commercial, un partenaire avec une ligne managériale pour essayer de leur apporter des solutions. Évidemment, lorsqu'il y a, on appelle ça dans le jargon un poste vacant, hein, quand il y a un besoin de recruter parce que un salarié est parti, a quitté son poste, a démissionné et peut être même malade pendant une durée assez importante, eh bien, il faut agir parce que derrière, il y a quand même des clients et notre business avant tout, le socle avant tout de notre travail, de banquier en général, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Donc, oui, ça demande pas mal de réactivité et je crois que l'actualité est un peu chahutée. Vous pourriez peut-être en témoigner. Il y a effectivement, en l'occurrence, beaucoup de besoins de recrutement encore. Et c'est aussi pour cela que je suis là. Moi, l'idée, c'est aussi de mettre en avant la banque, la Société Générale avant tout, et pourquoi pas la direction de Paris Lafayette. Je comprends mieux. Du coup, au niveau de comment vous vous organisez au sein de votre équipe et également comment vous déléguez, par exemple, vos tâches? Alors, oui, la délégation, c'est important, ça c'est vrai, mais ça ne fait pas tout. J'ai d'ailleurs le sentiment que la notion de délégation, c'est un peu la différence entre le cadre et le non-cadre. Peu importe si on est manager ou pas, peu importe si on est cadre ou pas, savoir déléguer, c'est quand même une compétence. Et évidemment, quand on est responsable des ressources humaines, moi j'ai une assistante des ressources humaines qui m'appuie beaucoup et certes, je lui délègue aussi certaines choses, mais avant tout,
qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est la notion d'anticipation, d'organisation et effectivement de délégation. Mais j'insiste sur cette partie d'anticipation et d'organisation. Si je n'anticipe pas sur mes semaines à venir, et je pense que j'ai besoin au moins d'une vision à 4 à 6 semaines, sur des rendez-vous collaborateurs individuels, sur des réunions, j'allais dire des calls, pardon, parfois mais des réunions effectivement en Skype, en Teams, avec des équipes, avec une ligne managériale pour expliquer des sujets, des rendez-vous aussi en agence, les prévoir en amont avec les équipes, être au cœur de la machine en fait. Hein. Être en agence, c'est un objectif pour moi et régulièrement, je dirais que j'essaie d'y être à minima une fois toutes les 2 semaines sur une journée en agence. Là, j'accélère un peu pour plein de sujets liés à des politiques à de la communication sur la transformation, sur des changements où il faut effectivement convaincre, rassurer, par exemple. Donc là, enfin, tout ce que vous venez de me dire, moi je trouve que vous faites un métier enrichissant. Déjà, voilà. Donc, est-ce que vous conseillerez aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui de se lancer dans le secteur de RH et pourquoi pas également, pourquoi pas occuper votre poste que vous occupez actuellement, qui est la direction des ressources humaines? Alors écoutez, moi, lancez-vous toutes et tous. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, je crois que quand je vois cette salle, et je vois beaucoup plus, il y a une tendance très liée à ce qui se passe aussi dans la banque, hein, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Moi, j'ai une propension au sein de la Société Générale et je dirais évidemment dans ma direction commerciale, on a environ entre 60 et presque même 70% parfois de femmes par rapport aux hommes. C'est un métier qui séduit beaucoup aussi de femmes et tant mieux. On a aussi la volonté d'appuyer, là je ne réponds pas encore à votre question, mais je vais y venir, la volonté d'appuyer énormément notre politique et d'avoir une attention particulière sur justement l'équilibre entre les hommes et les femmes, hein, sur le plan salarial, sur le plan statutaire. Et croyez-moi, dans mon métier aujourd'hui, c'est un sujet vraiment de tous les jours. Bon, mais pour répondre à votre question, vous le voyez bien, moi j'ai 47 ans, je suis responsable des ressources humaines, il a fallu vivre avant l'expérience et me nourrir de beaucoup de choses, pas pour en arriver là, mais pour déjà aussi accéder à cette opportunité. Vous connaissez René Char, poète français? René Char disait impose ta chance, sois dans ta zone de confort et prends des risques. Et je trouve que ça mérite d'être assez vrai, même dans une carrière professionnelle. Pour ma part, j'ai le sentiment que et vous devez imposer votre chance, c'est-à-dire prendre des opportunités, les créer vous-même. Je ne sais pas si vous me suivez là. Oui. Bon, imposez votre chance. Allez-y, essayez, tentez, passez des portes. Ensuite, vous arriverez peut-être dans une zone de confort. La zone de confort, c'est le métier que vous aimez. Et puis, il y a d'autres choses aussi dans votre vie personnelle que vous avez envie de pousser, de travailler, sur lequel avancer, pas travailler, pardon. Votre vie personnelle, ce n'est pas du travail. D'ailleurs, la notion de travail, quand vous regardez la définition même en latin, je crois que c'est un synonyme de souffrance. Donc, vous imaginez, on n'a pas choisi de bon mot quand même. On préférait que ce soit un synonyme d'épanouissement. Pour autant, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Donc, oui, imposez votre chance, prenez des opportunités. Parfois, vous arriverez dans votre zone de confort et tant mieux, utilisez cette zone de confort comme point d'appui. Et puis aussi, pour un autre métier, une envie, de l'ambition, eh bien, prenez des risques. C'est évident. Mais les risques que vous prendrez, ça veut dire que derrière cela, il y aura de votre part évidemment de l'audace. Vous aurez osé. Et peu importe si vous vous trompez, hein, si la peur de l'échec, ça arrive et c'est normal. Hein, et on peut aussi faire des erreurs. OK? Donc, tout ça pour vous dire que dans le métier des RH, si vous poussez vos études en lien avec vraiment les ressources humaines, mais pourquoi pas, hein, évidemment. Peut-être qu'on vous conseillera avant tout de commencer sur des métiers d'assistant de ressources humaines, sur d'autres métiers plus typés recrutement, pour vraiment vous nourrir d'une première expérience. Et puis après, avec toutes ces expériences, effectivement, arriver à des postes qui sont des postes, on appelle ça de comité de direction, etc., ou des postes à plus forte responsabilité, en tout cas.
OK. Bon, en tout cas, pardon de vous couper encore, Kenny, là, mais la question est vraiment intéressante. Donc, la propension d'opportunités RH, elle est évidemment moindre que celle des opportunités liées au business, d'accord, au commercial. Et c'est avant tout aussi en lien avec notamment votre école, hein, ce qu'on vous propose et l'expérience que vous allez acquérir, que ce soit aujourd'hui ou demain. Évidemment, le business, d'abord, il y aura toujours plus d'opportunités dans le commercial. Nous, à la Société Générale, on en propose évidemment et on recherche encore sur de nombreux postes et on y reviendra sûrement. Donc, restez ouverts aussi par rapport à ces opportunités-là. Du coup, par rapport au fait que, vu votre expérience, vous n'avez pas effectué de formation RH avant d'occuper votre poste. En effet. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez du coup que c'est que sans avoir fait de formation au préalable, il serait vraiment difficile du coup de faire ce métier? Moi, je crois que c'est en lien avec l'histoire de chacun aussi. Et justement, quand on est en RH, on apprend, il y a des terminologies qui peuvent être intéressantes aussi pour les managers, pour les collaborateurs qui veulent avancer. En tant qu'RH, je pourrais vous dire qu'effectivement, chez chaque salarié, il y a d'un côté des soft skills, de l'autre des hard skills. Alors, ça veut dire quoi, jargon anglais? Ça veut dire que les soft skills, c'est vos compétences de base. C'est lié à votre éducation, d'accord? C'est aussi ce que vous êtes. En fait, vous savez, vos forces, c'est quoi? C'est savoir faire preuve d'empathie, très à l'écoute, de nombreuses forces et de points forts que vous avez, que vous connaissez de vous-même et d'autres que vous allez découvrir. Les hard skills, c'est autre chose. C'est l'expérience technique que vous êtes en train d'acquérir à l'école, mais comme vous allez aussi acquérir dans votre compétence en alternance dans l'entreprise où vous êtes, vos compétences que vous allez acquérir aussi au fil du temps, au fil de l'eau, dans l'entreprise où vous allez être. D'accord? Mais les compétences techniques. Ces deux paramètres-là, ce sont deux paramètres sur lesquels vous allez vous appuyer pour après vous poser les bonnes questions. Est-ce que je veux continuer dans cette voie? Est-ce que je veux sauter le pas? Est-ce que j'ai encore plus d'ambition? Est-ce que j'ai les moyens de ces ambitions? Et les moyens sont variés. Il y a des moyens qui sont liés à ce que vous demande l'entreprise dans votre métier actuel, mais ce que vous laissez aussi paraître. Votre ambition, elle n'est pas que dans vos résultats du métier que vous faites, elle est aussi dans votre capacité, dans votre altérité avec votre futur patron, hein, dans vos échanges, dans votre capacité à communiquer, à l'écrit comme à l'oral. Moi, en tant qu'RH, je suis très sensible effectivement au langage, à la communication. Je suis très sensible à la manière dont un candidat va, vous voyez, même moi, je cherche mes mots. Quel mot il va employer, quelle est la richesse de son vocabulaire, et quand je vais lui poser des questions, quel est son libre arbitre, son analyse, son sens critique. Et ça, je peux vous garantir, c'est pas inné. Ça se travaille. Ça se travaille parce que vous vous intéressez à l'actualité peut-être, économique, politique, je ne sais pas. C'est aussi parce que vous êtes entouré avec votre famille, avec vos amis, de certains qui vous apportent quelque chose, ou alors parce qu'aussi vous avez la curiosité d'eux. Et ça, c'est, je pense, hyper important. Et ce n'est pas seulement l'école qui vous l'apprendra, tout comme ce n'est pas seulement au travail qu'on va vous favoriser, vous mettre dans un cycle. Mais si vous faites la différence, c'est aussi vous qui ferez cette différence. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. Alors, du coup, j'ai également une autre question. Comment s'organisent les différentes directions régionales commerciales au sein de la Société Générale? Là, on passe au deuxième paragraphe, les évolutions de métier, ou c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est là, Kenny, pardon, parce qu'il y a des petites choses que je n'ai pas encore partagées sinon sur. On est sur les évolutions de métier au sein de la banque. On va passer vraiment sur. C'est ça?
Ça a déjà passé ça. Ok, voilà. Alors, je voulais juste revenir, pardon, mais à la question, pensez-vous que c'est un métier difficile à apprendre lorsqu'on arrive dans ce domaine? Vous me l'avez partagé, hein. Mais je voudrais aussi, moi, insister vraiment, et c'est un lien très fort avec ce qu'on va dire après sur les métiers, il y a la notion de compétence et d'expertise. D'accord? Et est-ce que c'est difficile? Quand on veut apprendre, hein, on arrive dans un nouveau milieu, il y a des outils déjà. Croyez-moi, je pense qu'on peut faire parler vous êtes sûrement tous en alternance, tous et toutes. Hein. Qui est dans la banque? Tout le monde. Tout le monde. D'accord. C'est Okay. général. Non, vous auriez pu être dans une entreprise uniquement centrée assurance, des choses comme ça. Donc, ah oui, vous êtes tous et toutes dans la banque. Bon, et ben c'est parfait alors. Donc, je pense que quand je vous dis compétences et expertise attendues, vous voyez bien la nuance. Et effectivement, même sur le plan RH, on ne demande pas d'être un expert en droit du travail. Je n'ai pas fait ces études-là et c'est en résonance avec votre question, Kenny. Donc, non, moi, on me demande, évidemment, par contre, de travailler davantage sur les thèmes dont je vous ai parlé, tels que le recrutement, hein, tels que la montée en compétences et la formation, et puis, évidemment, d'autres sujets un peu plus… il y a un éventail un peu plus vaste. Mais ce qui reste dans le point commun entre vous et moi, puisque j'ai fait le même métier avant, c'est effectivement d'être ancré dans la montée en compétences, engagé dans la montée en compétences pour que vous soyez des experts. Et c'est parce que vous serez des experts que vous ferez la différence vis-à-vis du client, parce qu'il aura confiance. Aujourd'hui, un client, il peut se renseigner. Hein. Il n'a plus tellement besoin de vous, sinon. Il va sur Internet. Voilà. Vous ferez la différence parce que vous saurez lui apporter quelque chose de supplémentaire. Comme un notaire aujourd'hui apporte quelque chose de supplémentaire, comme un médecin apporte aussi quelque chose de supplémentaire. D'accord? Bon, alors passons effectivement à ce deuxième grand thème. Donc, expliquer la manière dont s'organisent les différentes DCR. Bon, si vous êtes dans la banque, de toute façon, hein, pour plusieurs grandes entreprises bancaires, on fonctionne à peu près de la même manière. Mais bon, alors, on a déjà la Société Générale, c'est quand même un groupe extrêmement vaste et important. Hein, on a plus de 150 000 salariés, on est dans près de 130 pays. Bon, près de 60% des salariés sont hors de France, ce qui en laisse quand même plus de 50 000 ici, hein, en France. Donc, bon, c'est un groupe très vaste qui aussi intègre des filiales, un nombre de filiales très importantes. Et ça, c'est aussi à intégrer dans votre souhait de vous créer des opportunités à l'avenir. Pourquoi je vous parle de filiales? Alors déjà, hors filiale, quand on parle de la Société Générale banque en France, on a 3 banques. On a la banque multicanale, on appelle ça dans notre jargon le CRC. La banque multicanale, c'est effectivement des collaborateurs qui travaillent aujourd'hui à Nanterre et qui sont systématiquement au téléphone, hein, et en back-office, donc qui ne rencontrent pas le client en front, en direct. Et ils répondent aux besoins des clients et aussi ils sont aujourd'hui proactifs pour proposer des produits, des solutions bancaires. Donc, la banque multicanale. Okay. Ensuite, on a la banque de proximité, celle à laquelle je travaille, Kenny aussi, et peut-être la plupart d'entre vous. Réseau d'agences qui se transforme aujourd'hui, on y reviendra après. Et puis le troisième, c'est Boursorama, la banque en ligne, leader en France, et qui offre aussi évidemment des opportunités et qui est très différenciante aujourd'hui. Et voire dans le marché, je trouve qu'elle c'est très disruptif puisque Boursorama, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle propose de travailler aussi en télétravail pour presque plus de 50% du temps, voire 70% du temps. Donc c'est fantastique. C'est une vraie aussi opportunité et souplesse pour ceux qui le souhaitent. Qui travaillent, il y en a, par curiosité, qui sont en alternance au sein de Boursorama? Ok. Bon, il y a ces 3 banques, d'accord, sur le réseau France. Et puis, il y a aussi les filiales. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la filiale ALD. C'est la filiale leasing, voilà, leasing véhicule qui cartonne. Hein. D'ailleurs, la Société Générale vient de racheter un concurrent mondial pour devenir des leaders encore. Et ça, je pense que forcément, ça va encore se développer et donc embaucher.
On a plein d'autres filiales comme l'affacturage, CGA. Nous avons Franc Finance, qui est un concurrent direct du CTLM. Bon, voilà, je vous en cite quelques-unes. D'accord. Sogessure, l'assurance. Sogecap. Ouais, ça nous vient comme ça. Aidez-moi. On est en passe effectivement de racheter ING. Bon, mais si on rachète ING, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je ne suis pas dans les petits papiers de ce genre de projet, mais voilà, c'est peut-être une intégration plutôt qu'une fusion et une absorption. Mais on verra. Du coup, comme vous avez pu le voir, tous avec toutes les personnes qui sont assemblées avec nous, on a tous été recrutés du coup dans une banque. Donc, ma question serait comment vous pourrez du coup comment s'organisent véritablement l'intégration, tout ce qui est du coup l'intégration, les formations et l'accompagnement au sein de la Société Générale, surtout au niveau des carrières en fait, au niveau des carrières, au niveau des collaborateurs qui sont du coup recrutés au sein de la Société Générale. Ok, donc je dirais qu'il y a deux pans. Il y a l'intégration du nouveau candidat, du salarié recruté, et puis on a effectivement la projection ensuite et donc la carrière. L'intégration, on y attache une énorme importance, que ce soit à un niveau régional, mais aussi national. On a vraiment une volonté de vouloir faire en sorte que chaque salarié se sente bien. Et pour qu'il se sente bien dans son intégration, il faut que, d'abord, on s'assure que l'intégration équipe fonctionne. Il y a aussi la partie intégration outils et produits, donc métier. Et bon, pour vous donner un exemple très concret, on y attache beaucoup d'importance au sein de notre direction commerciale sur Paris-Lafayette. Donc, comment on procède? Eh bien, on a déjà un schéma très précis d'intégration du collaborateur avant même qu'il n'arrive. On sait qu'il va avoir un tuteur ou un mentor. On sait qu'il va passer 2 semaines dans j'appelle ça un SAS, mais un SAS de formation dans une autre agence que celle où il va être, pour voir autre chose. Et puis, effectivement, on va aussi lui donner du temps, lui accorder du temps pour la formation. Parce que c'est pas, faut pas être descendant et donner cette promesse de cette montée en compétences sans donner le temps aux candidats fraîchement recrutés de monter en compétences. Je trouve que là, sinon la promesse elle est faussée. D'ailleurs, bon, moi ma grand-mère disait toujours morceau à l'aller n'a plus de goût. Vous voyez ce que ça veut dire? Il faut manger des petits morceaux petit à petit pour digérer mieux, davantage et savourer aussi. Eh bien, pour moi, la formation, c'est la même chose. Il faut que vous puissiez vous former. Prendre le temps de former, ce n'est pas seulement faire des formations pendant des heures, voire des jours. Surtout qu'aujourd'hui, la formation, elle est quand même obligatoirement ou pratiquement obligatoirement en distanciel. Donc, c'est aussi, on le sait bien, une problématique pour, dès son arrivée. On aime bien voir ses pairs, on aime bien parler aussi avec des nouveaux candidats recrutés. Bon. Pour cela, d'ailleurs, et c'est une bonne transition pour vous parler d'un nouveau concept, en tout cas d'un projet qui maintenant est plus concret, c'est pour chaque conseiller recruté, notamment les essentiels et les premiums, sur des marchés donc aussi patrimoniaux, on a mis en œuvre au sein de notre direction régionale l'académie des compétences où chaque nouveau recruté va bénéficier de 3 jours la première semaine et 3 jours une deuxième semaine de formation à la direction régionale, au sein de la direction régionale, sur tous les grands thèmes de son métier, tant sur le plan commercial, outils et comportemental. Et ça, c'est une grande nouveauté, c'est une approche un peu différenciante. On ne vous met pas juste dans le bain aussi, dans une agence. On vous apporte aussi, par le biais de notre direction régionale, quelque chose en plus. Et je crois que c'est aussi, voilà, on essaie de se donner davantage de moyens encore pour que vous soyez rassurés.
et que vous vous sentiez bien dans votre prise de fonction. Alors, effectivement, il y a l'intégration, donc je vous ai dit, c'est très important pour nous. Et puis après, il y a la continuité. Alors, la continuité, c'est un mélange de beaucoup de choses dans votre carrière, hein. C'est aussi votre capacité à vous engager. D'ailleurs, être dans l'engagement, ça fait partie des 4 valeurs Société Générale, c'est pas pour rien, hein. On parle d'engagement, de responsabilité, d'innovation ou d'esprit d'équipe. Mais le vivre, plutôt que de le parler, c'est mieux. Et être engagé, c'est, si en tout cas j'ai, je pense, un rapport direct avec vous en termes, au niveau de vos études, c'est est-ce que quand vous voulez commencer à réviser pour votre diplôme, pour vos examens, combien de temps, de quelle manière, ça c'est votre propre engagement. Et c'est la même chose aussi, je trouve, dans le travail, hein. Est-ce qu'on a envie vraiment de réussir? Est-ce qu'on veut prendre une fiche métier, une fiche produit, la réviser, apprendre les mots importants, les éléments de langage bancaire pour d'abord se rassurer et ensuite rassurer le client aussi, lui créer de la confiance. Je parle beaucoup, hein. Non, mais je parle beaucoup de confiance parce que je pense que d'abord, effectivement, la relation avec un client, elle marche avec ça. On peut aussi, avec un client, parler de réactivité, hein. Plus vous lui répondez vite, mieux c'est, il appréciera. Mais en fait, si on répond vite et qu'il y a des erreurs, c'est pas top non plus. Donc, et croyez-moi, quand on est conseiller, on vous responsabilise, hein. Vous avez, on appelle ça SGML, c'est nous, votre boîte mail, direction client, hein, et quand vous répondez, c'est vous. C'est vous qui mettez en avant vos idées et les éléments de langage qui vont bien. OK? Bon, je suis convaincu que j'oublie plein de choses, mais ce qui me paraît important dans la carrière, et pour finir, pardon Kelly, je crois qu'on est dans les temps, hein, tout va bien? Ouais. Ce qui me paraît important dans la carrière, c'est aussi de vous dire que la Société Générale, en tout cas, est très ouverte pour la notion de mobilité. Mobilité, ça veut dire changer de métier. Alors, il y a de la mobilité inter-direction, hein, sur des métiers purement bancaires. Il peut y avoir de la mobilité, je ne parle pas de la mobilité province, ou etc. Ça, c'est encore autre chose. Hein, ça, c'est des sujets très personnels. Mais la mobilité professionnelle, comme moi je l'ai vécu, hein, en passant de conseiller pro à un métier d'animation, puis à un métier de manager, puis à un métier de RH, ça reste ancré dans notre savoir-faire et notre savoir-être au sein de la Société Générale. Bien évidemment, c'est comme tout, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, et pour ça, il faut savoir mettre des preuves en avant pour aussi rassurer sa hiérarchie. Je me fais comprendre, vous avez peut-être des questions en interaction par rapport à ça, si vous voulez. D'accord? C'est pas, évidemment, c'est pas, ça marche pas, je veux ça. Évidemment, c'est je souhaiterais et pourquoi. Et bâtir votre argumentaire avec votre manager et avec votre responsable des ressources humaines, c'est avec des arguments précis, avec des leviers, avec des preuves de résultats, des preuves de posture. Le comportemental à la Société Générale, il a autant d'importance que les résultats commerciaux. D'ailleurs, chaque année, vous le voyez bien, vous êtes noté sur, et nos salariés, il y a un échange managérial tout au long de l'année sur la partie opérationnelle, hein, dans le jargon, et la partie comportementale. Il y a la notion de posture avec ses clients, comme la notion de posture avec l'équipe et le manager. Alors, du coup, depuis votre prise en poste au sein de la Société Générale, du coup, vous avez constaté, je crois que vous avez constaté pas mal d'évolutions. Et du coup, qu'en pensez-vous par rapport à cette évolution? Bon, vous voyez, j'ai mes petits anti-sèches aussi, hein. Il y a des petits mots et des éléments de langage importants que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas oublier cela. Il y a d'énormes évolutions, effectivement. On l'a vécu il y a déjà maintenant quelques années, hein, ne serait-ce qu'avec l'application bancaire. L'application d'ailleurs Société Générale qui a été notée meilleure application bancaire du monde. Donc, on pouvait être très fiers de cela, mais on a encore plein d'innovations que la Société Générale a mises en avant. Pardon? Les outils collaborateurs aussi, quand ça a été évolué. Oui, les outils collaborateurs évoluent. Moi, je sais que je suis enregistré, mais pas mieux faire encore. Je sais et on se donne là vraiment du cœur à l'ouvrage, que ce soit au niveau informatique général, pour encore progresser à ce niveau. Mais quand on parlait d'outils, oui, la signature à distance.
du crédit à la consommation, de certains produits. C'est fantastique quand même. Donc, moi, j'avais noté le distanciel et le digital, c'est évidemment le grand changement de la banque d'aujourd'hui et la relation client. Mais certes, ça fait changer les choses et ça fait se transformer notre réseau. C'est évident, on le voit aussi, et vous l'avez noté, c'est aussi de toute façon la baseline, enfin le titre de cette conférence. Ça fait changer les choses. Ça nous amène à transformer le modèle bancaire. Mais je crois que, oui, ça nous amène à transformer le bancaire parce qu'on va fusionner des agences. J'aime pas le mot fermer, mais c'est vrai, hein, on les ferme. Il y a certaines agences qu'on ferme, mais effectivement, on fusionne parce que de toute façon, on transfère aussi les collaborateurs. Hein, on ne licencie pas à la Société Générale dans ce modèle de transformation. On apporte des solutions, bien sûr qu'on repositionne, sinon on offre des solutions dans certains domaines de départ volontaire du collaborateur. Mais effectivement, fusionner une agence, pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est plus le modèle de la petite agence 3, 4, 5, c'est plus tout à fait adapté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est adapté au modèle économique et aux besoins des clients? C'est avant tout ça, le besoin des clients. C'est avoir un modèle d'expertise à offrir aux clients en direct. Et le modèle d'expertise, c'est donc forcément avoir une agence plus importante et où à l'intérieur de l'agence, on a la solution conseiller banque privée, on a la solution conseiller en gestion de patrimoine, on a la solution conseiller pro, on a la solution conseiller premium, conseiller essentiel et le manager. Donc là, et aussi dans certaines agences, on a le conseiller d'accueil encore. Mais donc toutes ces solutions-là font que dans une agence importante, il y a aussi un point aussi positif, c'est que c'est quand même, et je le dis en tant que RH, c'est plus facile à gérer, que ce soit pour un manager et une équipe importante que pour la RH. Quand on est 3 dans une équipe, qu'il faut gérer les congés, qu'il y a un arrêt maladie ou je ne sais quoi, imaginez en effet la complexité. Bon, ça n'a pas été mis en œuvre à cause de cela, évidemment. Cette transformation est mise en œuvre parce que la société change. Et je pense que pour, pas forcément clore ce sujet, mais en tout cas pour encore plus appuyer ce sujet, je voudrais vous parler, ça vous parle du syndrome Kodak, non? Oui. Ouais, c'est quoi le syndrome Kodak? Quand vous évoluez, ils vont rester sur leur ligne et ils se sont fait dépasser. Ah oui, tout à fait. Il y a le syndrome Nokia, il y a le syndrome Kodak. Il y en a plein. Hein. C'est quoi? Ce sont des entreprises qui étaient extrêmement riches. Pas de problématique de trésorerie, vraiment capital hein, très important. Leader dans le monde. Vous vous rappelez, hein, bon, vous êtes jeune, mais je pense que peut-être que le Nokia, vous avez connu. Oui, voilà. oui. Bon, 3310. bon peut-être moins Kodak avec la pellicule. Bon, eh ben, on y est. En fait, l'histoire, c'est que Kodak avait dans son coffre-fort déjà la solution du numérique. Ah ouais? Bien sûr. Ils n'ont pas voulu le sortir. Ils se sont dit, mais on se tire une balle dans le pied, on ça. Nous, notre business, Kodak, c'est la pellicule photo. Nokia, vous avez la solution du téléphone, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Tout ce que je vous partage, c'est ce que j'ai lu. D'ailleurs, j'ai lu un livre sur la notion d'échec et elle était dans ces sujets. Il y avait effectivement, dans ce sujet de l'échec, cité ces deux entreprises. Effectivement, il faut écouter le client, le besoin du client. Et si on ne fait que fermer les yeux face à la modernité, face à l'appel de cette notion d'anticipation, ce besoin d'anticiper, eh bien effectivement, je pense qu'on peut difficilement y arriver et on peut même se retrouver devant un mur. Donc, après, il y a plein de choses. Hein. Vous lisez, il y a des bouquins sur ça qui sont fantastiques, des échecs commerciaux qu'on n'a pas vu venir, etc. Mais oui, je pense que ça, c'est Kodak, Nokia sont des exemples même que la Société Générale, on n'a pas envie de vivre avec nos salariés. Hein. On est des banquiers responsables, en tout cas un responsable des ressources humaines qui aussi souhaite toujours et encore recruter, notamment.
Alors, du coup, j'ai aussi une question. Alors, il y a beaucoup de stress chez les conseillers, d'accord? Ouais. Et je pense que vu votre métier, vous savez de quoi je veux en venir. En termes, du coup, de tout ce qui est d'objectifs commerciaux et de posture, actuellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Et, selon vous, Alors, bon, le stress, c'est très personnel. Évidemment, il peut y en avoir du stress et c'est pas grave que d'en parler. Et je dis bien en parler. Je pense que effectivement, on parle de stress, on parle de pression, d'accord? Moi, je pense qu'il y a du stress positif comme de la pression positive qu'on se met et qu'on peut mettre, d'accord? Bon, là, la crête, c'est quand on peut utiliser le terme subir. La crête, c'est quand on n'arrive plus à faire la différence entre les priorités et les urgences. Là, on bascule vers un côté un peu, enfin, plutôt négatif, effectivement. Et moi, je plutôt par principe d'abord, pour principe de tout le temps mettre en avant la notion de communication, d'échanger. On échange avec son manager. Quels sont, voilà comment je vais, quels sont mes points forts, quels sont mes points d'effort. Voilà pourquoi j'y arrive pas en ce moment. D'abord, c'est pas que lié aux professionnels, hein, évidemment. Faut pas se leurrer, on a toute une vie, on peut avoir des sujets très perso aussi et qui font qu'on est moins concentré, on n'est plus à 100%. Et on met aussi du stress dans son travail parce qu'on en a sur un plan personnel. Donc, communiquer, c'est pas seulement avec son manager, ça peut être aussi avec son responsable des ressources humaines, qui a aussi un devoir de confidentialité. Hein, s'il y a besoin, évidemment, moi, heureusement, on m'appelle, on m'explique un peu les choses dans un entretien individuel, par téléphone ou en direct. Et là, on comprend mieux. Ah, c'est pour ça. Tu te sens pas bien, mais OK, on va essayer de voir comment. On a des points d'appui. J'ai aussi, dans les entreprises, on a l'assistante sociale qui peut nous aider. Pourquoi pas à trouver des solutions. Le stress aussi au travail, moi un manager, on a l'habitude de dire, et ça, ça peut paraître très condescendant, de dire ça avec vous là, mais on lui demande d'absorber le stress et de restituer de la sérénité. Ça ne doit pas être des mots vains. C'est pas facile à vivre tout le temps, c'est évident, parce que même le manager, il peut être stressé. Et quand vous arrivez dans son bureau, peut-être au mauvais moment, vous pouvez ressentir ça aussi. Mais bon, j'ai le sentiment que, enfin, j'ai le sentiment. Non, j'ai plus que le sentiment d'ailleurs. Moi, je pense qu'un manager, il doit effectivement être au-dessus un peu de la mêlée. Hein. Il est là pour aider son équipe, pour l'appuyer et donc avoir une écoute par rapport à ça. Et une attention, évidemment. Après, ces sujets, ils sont traités. On appelle, je vous le disais en liminaire hein, dans cette conférence, on appelle ça les risques psychosociaux. Hein. Ils sont vastes. Hein. En entreprise, on peut vivre des choses et c'est pour ça que je vous parle de communiquer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les sujets graves, hein, mais évidemment, il peut y avoir du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Il y a plein de causes différentes. Ça, ce sont des sujets extrêmement graves, d'accord? Mais le tout, c'est de crever l'abcès. La problématique majeure dans ce domaine, c'est l'omerta, c'est le silence. Je ne dis rien. Eh bien non, parlez. En individuel, plus dur en collectif évidemment, ça vous regarde, mais parlez. Exprimez-vous sur ça. Très bien. Comme je vous avais parlé tout à l'heure de tout ce qui est objectifs commerciaux et postures. Oui, je n'ai pas tellement avancé là-dessus, pardon. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça, mais on pourrait y revenir. Pas grave. Mais après, vous voyez que en ce qui concerne la digitalisation, et ben, vous, depuis votre poste, vous avez accès aux différents conseillers qui réalisent ces objectifs commerciaux et de posture. Donc là, actuellement, on a vraiment une accélération du digital. Et là, ma question est la suivante, serait du coup, que pensez-vous de l'accélération digitale et des conséquences du coup en termes d'emploi, notamment les fermetures d'agences, qui sont de plus en plus nombreuses actuellement. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela Alors, bon, l'accélération digitale, j'en ai parlé un peu avec notamment l'appui, l'éclairage, Nokia, etc. Le digital aussi, est-ce qu'on met en place? Néanmoins, bon, ça n'empêche pas que dans le digital, vous avez des objectifs, c'est certain. Bon, nous, le jargon, c'est qu'on dit que les objectifs doivent être smart, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent être adaptés à chaque collaborateur.
Adapté, ça veut dire est-ce qu'il est jeune dans son poste ou pas, ou il est expert, hein, deuxième poste, ou 2-3 années, on a acquis beaucoup plus d'expérience. Adapté, ça veut dire est-ce que vous êtes à 100% de votre temps dans ce métier ou ça peut être à temps partiel. Bon, on intègre aussi ces paramètres. Mais c'est vrai que le digital, aujourd'hui, il impose, notamment à nos conseillers, je pense, davantage être dans la proactivité. Je pense qu'il faut être encore davantage aussi, se sentir à l'aise dans l'échange au téléphone, dans la communication au téléphone. La proactivité, c'est je décroche, qu'est-ce que j'ai à dire? Et si j'ai quelque chose à dire, c'est pas seulement parce que j'ai bossé mon dossier avant et que je sais qui j'appelle, pourquoi je l'appelle. Bon, parfois, c'est aussi, je sais partager autre chose. Je vous parlais tout à l'heure de convaincre. Il y a le côté un peu, je dirais, off du convaincre, c'est savoir parler d'autre chose avec son client, faire vivre autre chose. Se rappeler qu'il vous a dit, tiens, j'ai la communion de mon fils ou je pars en vacances. Pourquoi pas? Vous savez, on peut avoir un discours un peu différenciant et c'est aussi comme ça que vous marquez, je pense, votre empreinte dans l'échange, même si c'est digital. Qu'est-ce que je me suis noté par rapport à ça? Je me suis noté que oui, il faut que vous vous adaptiez à cette nouvelle donne digital. Bon, je pense qu'en même temps, vous êtes dedans, donc je pense que c'est encore plus facile pour vous, sûrement. Mais c'est vrai qu'il est indéniable qu'il y a des choses qui vont disparaître ou qui sont en déclin. On sait bien que le papier est en déclin. Hein, et qu'est-ce qui va rester à l'avenir? Les beaux livres. Et on parlera de papier que pour le papier toilette, pour la joke. Mais voilà, ça me paraît aussi, je pense, c'est intéressant de mettre en avant que le digital aujourd'hui et la signature digitale fait qu'on a quand même besoin de vous pour convaincre encore, malgré le fait que votre client il va signer. Et tant mieux. Moi, j'ai vécu en tant que conseiller client pro il y a maintenant 16 ans. Des signatures de contrats pour l'acquisition de fonds de commerce et avec caution, etc. On ne s'en sortait plus. Des pages et des pages. Parce que vous pouvez peut-être encore le vivre ou pas à des dimensions différentes, mais tant mieux si on arrive à vous alléger à ce niveau. Pourquoi? Parce que même si on a une accélération du digital, vous voyez bien qu'il reste encore énormément de formations à réaliser pour la montée en compétences, et ça dépendra que de vous. Et le nombre de formations aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais dans n'importe quel métier, vous aurez à faire, par exemple, 40 heures de prêt immobilier dans l'année. Vous aurez à faire, là aujourd'hui, sur le marché pro, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a une fusion hein, qui est en train de s'organiser avec le Crédit du Nord. Le Crédit du Nord est un peu plus avancé au niveau de la compétence d'analyse bilancielle professionnelle. Et donc, pour essayer d'homogénéiser les compétences et l'expertise hein, de nos conseillers pro, on a mis en place un quiz très précis, vraiment un quiz avec des questions d'expertise sur l'analyse bilancielle. Et le conseiller, quand il va répondre à ce quiz, soit il a plus de 80%, soit il a moins. S'il a moins de 80%, il prend 34 heures de formation pro. S'il a plus de 80%, c'est qu'il a un niveau d'expertise quand même très positif, mais néanmoins, il va quand même faire 16 heures de formation, 16 ou 14. Et c'est que pour les pros. Là, c'est que pour les pros, par exemple. Non, mais c'est dans tous les compartiments. Mais vous savez, en fait, je vous dis ça et ça peut paraître beaucoup, certes. Bon, en plus, vous allez sortir de l'école, vous en avez marre d'apprendre, etc. Bon, ceci dit, moi, quand je discute avec, et vraiment, je tiens à vous le dire, en toute transparence, hein, je ne suis pas en train de, évidemment, vous mentir. Moi, le dernier échange que j'ai eu avec un conseiller, il m'a dit, mais vous savez, moi, j'ai eu 67%. Bon. Et donc, il sait qu'il a 36 heures à faire ou 34 heures. Il m'a dit, mais je suis content. Parce qu'en fait, je suis sorti de mes études et j'ai envie de nouveau de réapprendre certaines choses parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié. Et puis, il y a des choses que je n'ai pas vraiment apprises de la même manière. Quand on est pro, savoir parler d'un bilan, d'un excédent brut d'exploitation, de fonds propres, de stock, de trésor, oui, c'est comme ça aussi que vous allez convaincre encore votre client.
quand vous êtes conseiller patrimonial, l'expertise patrimoniale, ça s'acquiert, savoir parler d'assurance vie, d'épargne financière, même un PEL, un plan épargne logement, ça revêt, ça impose vraiment de la compétence. Je ne veux pas vous faire peur. Forcément, c'est peut-être plus simple de vendre des parfums, c'est évident, mais c'est pas, on ne va pas vers la même. Et désolé, hein, je ne suis pas en train de critiquer le fait de vendre des parfums, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que là, dans le métier d'expertise, évidemment, on attend davantage en termes de compétences, d'argumentaire, d'éléments de langage. Je n'ai pas répondu encore à toutes vos questions. Non, mais après, j'aurais plein d'exemples pour faire vivre ça dans l'actualité, mais on sait bien aussi que c'est les clés USB qui vont disparaître, c'est les CD qui disparaissent. Bon, c'est pour ça qu'il faut savoir avancer dans notre temps. Pourquoi pas anticiper et se mettre à la page. Je trouve qu'arriver dans une banque qui est capable aussi, là, avec des preuves, de se remettre en question sur le plan outils et autres, tant mieux. Alors, vous, là, nous, dans notre classe, nous sommes sur une formation de master en gestion de patrimoine. Ouais. Donc, du coup, nous serons amenés à devenir des conseillers en gestion de patrimoine pour la plupart d'entre nous. Alors, ma question serait, du coup, pensez-vous que nous, par rapport à notre métier, notre futur métier, pensez-vous que nous serons amenés à évoluer, par exemple, sur un métier de contrôleur de gestion ou autre, par exemple? Alors, ça, il y a eu plein de bonnes questions, mais c'est vrai que cette question-là, elle revient même dans mon quotidien en tant que responsable des ressources humaines, non pas pour aller vers le contrôle de gestion, hein, je vous rassure. Il y en a quand même peu qui veulent aller dans le contrôle de gestion. C'est un très beau métier, mais il y a de nombreux conseillers qui, après avoir acquis une expérience variée sur le métier de la relation client, en front office, en direct, en proximité, ils ont envie de connaître autre chose et travailler dans un middle office ou un back office. Travailler, pourquoi pas, même essayer de trouver des opportunités au siège, à la direction de la Société Générale, d'autres opportunités effectivement en filiale. Bon, ça c'est un parcours qui se construit. Il est évident que vous, sortant d'école, vous allez mettre en avant un diplôme et vous allez vous vendre sur le marché du travail. C'est avant tout parce que vous avez un acquis, c'est votre diplôme, les hard skills dont je vous parlais. Okay, cette expérience école, travail avec l'alternance, qui fait qu'on est rassuré sur un point, c'est que vous avez un socle, un premier vernis sur l'expertise patrimoniale. Bon. Après, comment vous allez mettre en avant quelles preuves vous allez donner pour vous ouvrir sur autre chose? Ça, tout dépendra de ce que vous avez acquis et mis en avant dans votre expérience. Il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter au sein de ce général. D'ailleurs, j'en témoigne puisque je suis passé du métier de manager à du métier de directeur de groupe à un métier de responsable des ressources humaines. Votre priorité aujourd'hui, c'est d'abord, je pense, de réussir votre premier poste. Et réussir votre premier poste, vous allez peut-être vouloir vous ouvrir sur des opportunités de conseiller clientèle premium, de conseiller en gestion de patrimoine. Ça, tout dépendra dans l'échange avec votre entretien recrutement. Il ne se fait pas avec moi, il se fait avec des spécialistes du recrutement en direction régionale. Il se fait aussi, il y a un combo. C'est un entretien avec le service recrutement et un entretien avec la ligne managériale où vous pourriez aller. Et il faut que les deux valident. Et ça, c'est un peu, c'est sûr, opération séduction. Donc d'un côté, le service recrutement, c'est plus côté analyse aussi, explication du parcours, éléments de langage, posture. Et puis, au niveau management, ils vont davantage voir et chercher chez vous quelle est votre appétence commerciale. Et là, j'insiste, c'est évident. Le charbon dans la machine, c'est vous qui allez le mettre. Moi, je suis plutôt sur qui sont les hommes et les femmes qu'on met dans la locomotive. D'accord? Mais vous,
Et la métaphore, elle n'est pas du tout péjorative. Hein. Alors là, je l'assume parfaitement. C'est un métier épanouissant, mais dans lequel, pour donner des preuves, il va falloir, évidemment, qu'en termes de responsabilité, en termes de maturité, vous allez apprendre. C'est évident. Je vous remercie pour cette réponse vraiment très, très développée. Alors, par rapport, du coup, alors d'après vous, quels seront les changements à l'avenir en termes, du coup, d'emploi dans la banque? Et pour vous, pour quelles raisons, du coup, ces changements se produiraient? Et là, vous voulez parler aussi de la fusion ASG, bon, Société Générale et Crédit du Nord. Quels sont les changements? Excusez-moi de vous couper la parole. Non, mais oui, bien sûr, sans entrer dans les détails, parce qu'on est dans le secret bancaire, on ne peut pas. Je ne pourrais pas. De toute façon, le projet, il est mis en œuvre là, donc il y a plein d'éléments et d'informations que je n'ai pas encore, ou sinon que je vais partager et communiquer avec ma directrice régionale et les membres des IRP. Hein, ça fait aussi partie de mon métier, de participer et réaliser les réunions avec les syndicats. Donc, oui, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Néanmoins, bon, je vous l'ai dit, la banque, et la Société Générale en particulier, continue d'embaucher. Aujourd'hui, on a de forts besoins. De toute façon, on a des forts besoins parce que, le marché il est hyper concurrentiel encore. Et malgré ce qui se passe, hein, HSBC, il y a quand même pas mal je dirais, le marché bancaire aujourd'hui, il évolue énormément, il bouge. Il y a HSBC qui envisage de fermer un peu ses agences sur le marché des particuliers notamment, et des professionnels, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'évolutions là-dessus, et pour autant, on a du mal encore à recruter. Pour autant, effectivement, il y a encore de nombreux besoins, et nous, on crée des emplois. Et on crée des emplois sur la partie, bien sûr, avant tout, pardon pour le jargon, mais retail, hein, sur la partie business, sur le commercial. On recherchera moins, mais on en recherche quand même, mais sur des métiers en back-office ou en middle office. Moi, par exemple, en RH, aujourd'hui, on embauche très peu. Parce qu'on est dans le projet de fusion Société Générale Crédit du Nord, vous savez, c'est toujours on est des centres de coûts, j'appelle ça comme ça. Le marketing, la RH, on est des centres de coûts. Donc, c'est plutôt s'assurer qu'on va stabiliser la RH et le marketing, que tout le monde a un job, ça c'est sûr. Et déjà pour ça, on ne va pas non plus accélérer les embauches. Par contre, sur les embauches au niveau commercial, on a, encore une fois, et j'insiste, et je me répète, c'est la politique du disque rayé, tellement de besoins qu'on embauche sur ces différents postes. Et les attentes liées au digital, qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'on attend de vous que vous soyez très appétant et très à l'aise sur la partie informatique, mais ça, je crois que si j'enfonce des portes ouvertes, hein, vous l'êtes nécessairement. Mais tout à l'heure, vous n'avez pas réussi à mettre les caméras, hein, je tiens à le dire. Non, je sais que c'est pas vous. Non, mais même moi, je n'ai pas réussi. Bon, effectivement, il y a besoin d'une appétence sur le plan innovation, sur le plan d'avoir des idées par rapport à ça. Bon. Mais il y a aussi besoin de vous sentir à l'aise dans l'interaction client, même effectivement en digital, en distanciel. On va développer le télétravail. Aujourd'hui, on en est aux prémices, nous. Un conseil de clientèle a le droit d'être en télétravail une journée par mois, je crois, aujourd'hui. C'est peu. Mais il a aujourd'hui sa tablette Nova. Il a sa tablette, il a un laptop et il travaille qu'avec ça. Cet écran que vous avez devant vous, eh bien, c'est son outil de travail unique. Effectivement, quand il va en télétravail, il prend sa tablette Nova, son petit sac à dos comme moi, et il se branche. C'est quand même fantastique. Il y a 2 ans, je ne pouvais pas vous dire ça. Donc, il y a de très, très belles évolutions à ce niveau-là. Et après, ces évolutions-là, être en télétravail, je trouve que c'est encore plus vous responsabiliser. Vous êtes chez vous, vous gérez votre temps.
c'est encore plus innovant que ne pas avoir son manager à côté de soi, par-dessus l'épaule, qu'est-ce que tu fais, etc. Ah ouais. Bien sûr qu'il faut lui rendre des comptes. Mais heureusement, ça ne se passe pas comme ça non plus en agence. Je vous rassure, vous le savez. Mais c'est quand même un bon moyen, et vous donner des preuves, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Mais c'est normal que vous rendiez des comptes aussi. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire qu'en télétravail, c'est une bonne manière que de s'oxygéner et d'y trouver aussi d'autres marques dans votre organisation, notamment. Voilà. Merci, M. Boucher, pour cette conférence métier. Je vous en prie, mais peut-être qu'on peut ouvrir avec des questions. Si vous avez des questions. Si vous permettez, Monsieur Boucher, je vais juste reprendre la parole 2 minutes pour clôturer l'enregistrement. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Vous me voyez en haut, alors du coup, là, je vois lever la tête. Ouais. Pardon, Carole, peut-être avant de clôturer, moi, évidemment, je voulais vous remercier pour l'investissement et l'énergie que vous y avez fourni, parce que je trouve ça important qu'on puisse partager aussi en direct, et pas seulement, il y a le marketing, mais il y a aussi cet échange en direct et cette communication. Et je voudrais simplement en direct dire que vos étudiants n'hésitent pas, hein, s'ils ont encore des questions, s'ils ont envie de me contacter. Même mon adresse mail, c'est jérôme.bouchet, B-E-U-C-H-E-T, @socgen.com. Non, mais sur l'aspect recrutement, certes, vous m'avez entendu, hein, je ne veux pas faire de prosélytisme, mais bien sûr, j'ai mis en avant la Société Générale. On est aussi à l'écoute de stagiaires. Hein. Nous, moi-même, je recherche des stagiaires, 3-4 mois, sur des métiers d'accueil. Le métier d'accueil, c'est une découverte. Alors, vous avez bien plus appris, vous, dans votre alternance, évidemment, et votre niveau d'études. Mais je trouve que dans le métier d'accueil, c'est aussi important parce qu'il y a une notion de pédagogie qui apporte aux stagiaires. Et puis, en même temps, nous, on en a besoin des stagiaires. Hein. Ils apportent aussi leur aide en agence. Voilà, merci. Oui. Alors, je vous rassure, hein, je clôture l'enregistrement, mais pas la conférence. Donc, vous avez votre petit temps d'échange avec les jeunes après. Alors, moi ce que je voulais quand même souligner, hein, c'est les points importants que j'ai notés pendant votre intervention. Le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de perspectives d'emploi au sein de la Société Générale et au sein des filiales. Ça, c'est important de l'entendre, je pense, pour les jeunes. Qu'il y a un parcours d'intégration qui est vraiment très important aussi avec cette académie dont vous avez parlé. Ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. L'importance de la formation, c'est vraiment la formation tout au long de la vie aussi, parce que ce sont des métiers qui nécessitent une expertise constante et actualisée. Hein, ce sont des métiers qui bougent beaucoup. L'importance de la posture aussi, vous avez beaucoup parlé de posture face aux clients et aux collaborateurs, hein, que ce soit en interne ou en externe. Et puis j'ai adoré, alors ça je l'ai noté et je pense que je vais la reprendre, la posture du manager qui doit absorber le stress et restituer la sérénité. Alors ça je trouve que c'est extraordinaire et c'est tellement vrai, effectivement. Hein. C'est le cas aussi pour les profs, je pense, pour un directeur d'école. Exactement. Exactement. Donc, merci pour tout ça. Je clôture l'enregistrement et on donne la parole à la salle et je reste bien sûr avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Boucher. Merci à vous.